en cas de crise et tout ça, voici, on est pris de coups là. Oui, c'est surtout aussi dû au fait qu'on n'anticipe pas beaucoup, il n'y a pas une vision prospective, mais c'est aussi dû à notre histoire récente, parce qu'on a été trop perturbé par de nombreuses crises. On a voulu parer aux crises tout d'abord, c'est ça? Oui, absolument. Et on a voulu aussi instaurer et s'habituer et s'adapter à un nouveau fonctionnement politique, notamment le retour à la démocratie qui a énormément perturbé les jeunes nations africaines, notamment les nations francophones. Mais ce que Diop dit est tellement vrai, il faut toujours anticiper, il faut avoir une vision prospective lorsqu'on dirige. Voilà. Et aussi, ce que je voulais ajouter, c'est que vous voyez, la culture de l'aide étrangère, c'est ce qui nous tue dans le développement. Parce que c'est parce qu'on se dit qu'une fois qu'il y a un problème, la France peut venir nous aider, l'Angleterre peut venir nous aider, qu'on ne réfléchit pas en local. C'est ça. Même quand moi j'ai fait des recherches, je ne vois même pas des discours dirigés directement même sur le problème d'Ebola de l'Union africaine. Voilà. Je ne vois même pas. L'Union africaine ne bouge pas. Et les jeunes s'en indignent voilà, sur les réseaux sociaux. Les jeunes postent en tout cas des messages, quelques messages de désespoir. J'ai vu un message qui disait par exemple, là, le virus est là et on attend que l'Europe, les parce que États-Unis l'Union africaine ne bouge pas. L'Union africaine même est financée par l'Union européenne. D'accord. Patrick, vous allez terminer rapidement le traitement actuel. Là, le traitement historique, il y avait la bave des crapauds, des vipères, on créait l'hémorragie, on provoquait la diarrhée je veux dire, à soulager le malade parce que les gens souffraient tellement et la médecine à cette époque n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui, donc il fallait appliquer ce genre de mesures pour soulager un peu les malades. Traitement actuel. Traitement actuel en 2 points. Il y a le premier cas, c'est le cas de vaccin, c'est-à-dire quand on réussit à trouver un vaccin pour arrêter enfin la douleur des malades, mais ce n'est pas le cas, par exemple, sur le plan Ebola, un vaccin n'a pas encore été créé, alors on a recours au traitement des antibiotiques. Je pense que le docteur Dabré va certainement abonder dans mon sens. Le plus souvent, on utilise le traitement des antibiotiques pour essayer, en tant soit peu, de stopper la douleur. Voici un peu ce qui s'actualise par rapport au traitement actuel. Merci beaucoup. 22 42 54, facebook.com/on garde les contacts. Votre contribution nous intéresse. On parle du respect des mesures préventives des épidémies dans les pays en développement. Est-ce qu'Aristide a quelque chose contre pays en développement qu'on met derrière les épidémies? Parce que c'est généralement là qu'on les trouve. Hein. Oh, non, ce n'est pas l'apanage des pays en développement. Vous vous souvenez que même en Europe, il y a des maladies qui ont terrassé, qui ont fatigué. Ça date de Mathusalem, ça. Ça date de longtemps, la peste. Et même d'autres maladies, Oui, même la tuberculose. La différence, c'est que les Européens sont levés, ils ont lutté contre ces maladies. Il est grand temps qu'on puisse mettre en contribution nos chercheurs, nos tradipraticiens. Et en plus, il faut aussi mettre en contribution aussi nos sorciers. Nos sorciers. Parce que l'Afrique, non, je le dis honnêtement, l'Afrique a de grands sorciers. Mais il faut comme ton grand-père. Non, maintenant, il faut que ces sorciers, puisqu'on le dit généralement que les sorciers tuent ceux qui veulent réussir. Il faut que les sorciers, si effectivement c'est exact, il faut qu'ils changent de fusil d'épaule. Il faut que les sorciers maintenant puissent se concentrer sur ces gens de fléaux. Sur les ennemis. Je voudrais faire Seydina Omo, lui qui il est comme un afro-optimiste. Bien sûr. Et petit-fils de Dozo. Je suis contre le fait que quand un Africain soigne avec les plantes, on le taxe des tradis praticiens. Bon. Ça, c'est une subtilité. Il ne veut pas ça. C'est une subtilité. Il fait ce combat ici. C'est une subtilité langagière pour faire croire aux Africains, à l'Africain, le rabaissant, que ce qu'il propose comme démarche scientifique médicale ne repose que sur la pagogie. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que quand un Chinois soigne avec les plantes, on dit c'est un médecin chinois. Au nom de quoi? Au nom de quoi? L'Africain pratique la médecine africaine. Point. Parce il faut dire qu'il y a 3 facteurs fondamentaux qui sont liés à chaque être humain et à sa communauté. Il s'agit premièrement de l'alimentation. Si quelqu'un t'apporte l'alimentation, c'est que tu n'existes plus. Deuxièmement, la médecine, elle est fondamentale. Troisièmement, la spiritualité qui est tirée de notre culture. Je voudrais simplement citer cette phrase qui dit: celui qui vit en plénitude sa dignité rend gloire à Dieu qui lui a donné. Gloria Dei, vivens homo. Cela veut donc simplement dire que nous devons nous approprier notre propre démarche dans tous les domaines. Je suis outré de constater que les Africains sont adeptes de ce que j'appelle l'autoflagellation. On s'autoflagelle
Quand on fait une regarde, on dit non, ce sont les Occidentaux. Tant que c'est africain, c'est pas bon. Voilà, aujourd'hui, Tant que ça vient d'ailleurs, ce sera bon. nous pouvons marcher. Nous attachons nos pieds et puis nous disons non, les Occidentaux vont venir nous prêter les pieds. Mais on ne marchera jamais. On ne marchera jamais. Voilà la réalité. Mais pour ajouter quelque chose, ce que Dr Gabé dit, vous voyez Cuba. Cuba, quand ils ont créé le blocus, quand ils ont été isolés, avec tout ce qu'ils ont connu comme problème, la première chose que les Cubains ont fait, c'est de développer la médecine. Parce qu'ils se sont rendus compte que s'ils ne développaient pas la médecine, en allant se soigner à l'extérieur, on allait tous les faire passer. Et ensuite, le sport, pour maintenir l'image de Cuba. Je reviens à Seydina. L'aide, c'est l'une des armes les plus destructives qu'on a pu fabriquer et qu'on a largué vers l'Afrique. Je vous explique quelque chose que j'ai vécu à Abidjan il y a 7 ans environ. J'étais maître de cérémonie du premier congrès des entreprises industrielles. Il y a un Malaisien qui est venu et lorsqu'on lui a dit dans la salle qu'on était encore arrimé aux institutions Bretton Woods, il voulait repartir. Il ne voulait plus donner sa conférence. On a dû négocier. Et ça, ceux qui ont organisé sont encore vivants, ils sont là. Ils m'écoutent peut-être en ce moment. Il a voulu repartir. Il a dit, mais vous attendez encore l'aide, mais vous n'allez jamais vous développer. On fait ça pour rien, même ma conférence ne va servir à rien. C'est juste pour appuyer ce que disaient Seydina et Dr Gabé dit. L'aide, il faut qu'on arrête de tendre la main. Non, mais moi, je voudrais spécifiquement parler aux Ivoiriens. Je voudrais parler, je voudrais parler, disons, aux intellectuels ivoiriens. Vous savez, j'ai lu dans Fraternité Matin, notre journal national. Il y a un Ivoirien qui allait, disons, participer à une conférence en Tunisie. Et puis, il parlait très bien, c'était l'électricité, les ampoules. Il parlait très bien. Quand il a fini, on lui a dit, mais monsieur, vous dites tout ça, mais vraiment... est-ce que la Côte d'Ivoire peut venir proposer des ampoules pour que, bon, on puisse dire non, en Côte d'Ivoire, on ne fabrique pas d'ampoules, on importe d'Europe, de France. Alors, le Tunisien a compris, dans le Tunisien, c'est écrit, hein, que les Ivoiriens sont très forts dans les commentaires, dans la présentation, dans l'historique et tout, mais initier des actions là, c'est trop grave. Non, mais c'est ce que je n'ai pas dit ici, que nous avons des diplômés, excusez-moi, des diplômés illettrés, parce qu'ils ne font que citer les maîtres. Oh, je pense que si on est diplômé, on doit mettre le diplôme au service de notre tradition. On ne va pas ouvrir notre fond entre vous et Aristide Kenda. À tout à l'heure, votre contribution concernant les mesures préventives face aux épidémies dans les pays en développement. À tout à l'heure. On garde le contact. Lundi, impact économique des épidémies dans les pays en voie de développement. Mardi, épidémie rusée avec les mesures préventives peut-on accélérer la propagation. Mercredi, le métissage culturel entre l'Afrique et le reste du monde porte-t-il fruit? Troisième partie. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. On défend aux gens de manger la viande de brousse. Mais quand on arrive aujourd'hui au village, les gens continuent de manger la viande de brousse. Si les gens respectent les consignes, je crois que ça va éviter beaucoup de choses. Et puis bon, il y a les consignes données par l'autorité que les gens ne respectent pas. Il y a l'ignorance aussi. La population, il y a beaucoup qui sont analphabètes. Il y a des parents aussi qui n'ont même pas de télévision pour faire passer, pour faire véhiculer ce message aussi. Donc il y a tous ces paramètres-là qu'il faut voir. Et que ceux même qui regardent la télé, que le message que le gouvernement entend de véhiculer, comprennent ça au sérieux. La population n'écoute pas les consignes données par les autorités étatiques en place, parce que beaucoup pensent que les épidémies que nous vivons telles que le virus Ebola, beaucoup pensent que c'est une affaire politique. Donc il y a une négligence et puis aussi je crois qu'il y a aussi l'ignorance. Donc la population doit écouter toutes les indications qui ont été données par le gouvernement en place. Et je crois qu'à ce prix-là, nous pourrons venir à bout de toutes ces épidémies que nous vivons. 22 42 54, à vous de jouer. Patrick Ndiakan, allons-y sur la toile parce que les chroniqueurs ont déjà
fait le max, mais beaucoup reste à dire. On vous écoute, Patrick, sur la toile. Qu'est-ce qu'on dit du respect des mesures préventives face aux épidémies? Beaucoup de choses sont dites, bien sûr, sur la page Facebook de notre émission, à l'instar de M. Franck Armel Ngaoré. Il faut non seulement maîtriser le cycle évolutif et les différentes phases afin de proposer des mesures plus efficientes. Cependant, négliger ces mesures, c'est exposer une fois de plus sa vie aux pathologies qui tuent. Et nous le savons tous. Alors, préservons-nous pour nous donner une chance de survivre. Encore ce dernier qui continue toujours en développant de la sorte en disant très souvent on ne connaît pas assez de la maladie et on se donne des mesures préventives qui ne sont rien devant la pathologie et on ne sait même pas faire un diagnostic différentiel entre le paludisme et l'Ebola, entre la tuberculose et la fièvre d'Ebola. Dans ces conditions, nous sommes à l'abri derrière ces mesures qui sont montées de toutes pièces. Une maladie dans la vie d'un homme a une phase d'incubation, une phase d'invasion, une dernière phase qui se veut être la phase d'état. Nous avons toujours avec les réactions intéressantes de la part de nos internautes qui se prononcent toujours sur la question. Monsieur Ézéchiel Kambou nous dit « C'est vrai que l'État a mis en place de bonnes mesures de prévention, mais la réalité sur le terrain n'est que d'aucuns s'en passent de toutes celles-là. Alors, la répétition étant pédagogique, l'État doit s'abstenir du silence. » Nous allons terminer avec monsieur Marius Kofi qui nous dit « Deux médecins qui ont pris toutes les précautions, toutes les mesures préventives peuvent ne pas être infectés, ont été bel et bien infectés. Donc, tout porte à croire qu'aucune mesure préventive n'est fiable et sûre. Comment le monde entier, avec toutes ces connaissances qu'il a, est impuissant face à une épidémie, nous pose la question. Il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas. Je veux vraiment que les Occidentaux soient francs avec nous et qu'ils arrêtent de jouer avec la vie des Africains. Vraiment, il faut y aller vite parce qu'il faut éviter un ralentissement des activités. Il faut éviter surtout un ralentissement dans les échanges. À la suite de tous ceux qui ont parlé, Didier DG, Ézéchiel Kambou, voilà, Latif Anila Oye, Niran, Franck Ngaoré, Mirage Sacha, Marius Kofi, vraiment, nous vous sommes reconnaissants de votre attachement à ce programme. Cette émission est la vôtre. On va déjà se poser la bonne question. Est-ce qu'il y a des personnes qui rusent vraiment avec les mesures préventives, Diop? Bon, on ne peut pas affirmer, mais si tu le fais, tu es un terroriste. C'est-à-dire que tu es comme une bombe ambulante. On te dit que c'est une maladie, quand on se salue, ça peut se transmettre. Et même dans des postes frontières terrestres, si tu laisses, on dit la frontière est fermée, si tu laisses quelqu'un passer, tu penses que tu vas te faire des sous, mais peut-être que tu viens de tuer ta famille. Parce qu'il faut être clair avec ça. Le monsieur que tu laisses passer, peut-être que c'est une connaissance de ta femme ou de ton enfant qui va aller saluer ton enfant, le contaminer. Donc, je pense que quand il y a des mesures, les États, ils savent, ils veulent sauver leur population. Il y a des règles qu'ils établissent. Il faut respecter ces règles-là. Si tu ne respectes pas ces règles, ce n'est pas comme si on te dit ne fume pas dans la rue ou bien il ne faut pas brûler un feu. Ça n'a rien à voir. On te dit, si tu d'éviter la propagation des virus. Oui, tu te protèges, tu protèges ta famille, tu protèges ton entourage. C'est ce qu'on te demande. Et il ne faut pas trop avoir peur de ce virus-là parce que souvent, il y a des gens, peut-être si tu fais une fièvre, tu vas avoir peur. Il faut aller à l'hôpital. C'est l'hôpital qui pourra te dire si tu as le paludisme ou bien l'Ebola. Tu ne peux pas faire de l'automéditation et rester chez toi, mettre tout le monde en danger. Merci. Commune de Makori, avant le docteur Gabré. Commune de Makori se nomme Anissé ou Anissé, c'est ça, Maurice? Monsieur Amisha, excusez-nous. Monsieur Amisha est avec nous. Bonjour Amisha. Oui, bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Vous êtes sûr, on garde le contact, on vous écoute par rapport au respect des mesures préventives. Quelle est votre contribution? Est-ce que vous croyez qu'il y a des personnes qui rusent avec ces mesures-là, Amisha? Bon, moi, personnellement, j'aimerais d'abord féliciter le président pour ce qu'il fait, et puis le gouvernement, surtout le ministère de la Santé. En tout cas, moi, je ne crois pas que cette maladie puisse nous atteindre étant ici. D'accord. Donc vous êtes confiant lorsque vous voyez les manœuvres, la communication qu'il y a et aussi, je vais dire, les exercices qui se font, déjà ça rassure. Vous dites? Lorsque vous voyez tout ce qui se passe au niveau du transport, au niveau des frontières, au niveau du ministère de la Santé, vous êtes rassuré? Moi, je pense que le gouvernement même doit fermer toutes nos frontières.
On doit prendre des mesures afin que cela ne puisse pas nous arriver, de fermer nos frontières terrestres, aériennes, etc. Voilà. Tout en étant solidaire des autres. Merci. 22 42 54. Docteur Gabriel. Mohamed, je voudrais simplement reprendre ce que disait Diop, pour dire simplement que, disons, que je prends un exemple extrême. Aujourd'hui, il y a des bombardiers, c'est-à-dire il y a des avions qui vont jeter les bombes, qui sont très performants. Mais par exemple, les États-Unis livrent un bombardier dernier cri. Mais s'il n'y a pas de pilote, il ne fera jamais rien. C'est exactement le même cas. C'est-à-dire que le virus est là. Mais si quelqu'un ne le prend pas pour le transporter, il ne fera jamais de dégâts. Les autorités ivoiriennes ont pris leur responsabilité en jouant leur partition de façon pleine et entière, de façon responsable. On dit, quand la pluie tombe, chacun protège sa tête. La fraternité, l'amitié, l'amour, tout ça, c'est bon. Mais ils ont mis ça de côté. Je suis sûr que ça leur fait mal. Ouais. Parce qu'on a des amis, des parents de chaque côté de la frontière. Et ils ont pris cette décision. Il revient à chacun d'entre nous d'être responsable. Quelqu'un m'a dit un jour, mais tu es venu me voir pour ce que tu veux que je te donne. Mais moi, j'ai pris ça pour moi-même. Tu m'avais promis, il dit, mais mon frère, je ne peux pas t'aimer plus que moi-même. Voilà. D'accord, on va commencer. Tout à l'heure, on sera avec Seydina. Monsieur Yao est à Koumassi, à ne pas confondre avec le Yao chef de plateau. Yao, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Vous êtes sûr, on garde les contacts. Oui, ma préoccupation. Oui. Qu'est-ce que l'État fait pour les frontières clandestines et puis pour les enfants à bas âge dans les écoles? D'accord. D'abord, nous sommes en vacances et ensuite, je pense que tout ce qui est fait est montré matin, midi et soir sur les écrans de la télé. Toutes les mesures dans ce sens-là sont prises. Maintenant, concernant l'école, là, nous sommes en vacances. Mais concernant les frontières clandestines, je crois oui, mais il y a des bouts de vacances. Il y a des bouts de vacances qui se font dans les écoles quand même. Oui, mais les cours de vacances se font. Je pense que les mesures demandent qu'on ne se salue pas, par exemple, qu'on ne fasse pas d'accolade. On peut quand même encadrer ces cours de vacances-là. Je ne pense pas qu'un encadreur ou un enseignant pour ces cours de vacances-là, 2 minutes, puisse faire annuler toutes les décisions prises au niveau étatique, M. Yao. Oui, mais un enfant qui a la maternelle, qui sait que ses amis, il a besoin de jouer avec ses amis. Il ne va pas tout le temps prendre de l'eau pour se désinfecter les mains avant de toucher sa camarade qui est quittée à l'école, à la maison matin. Ils ne sont pas seuls, monsieur Yao, ils ne sont pas seuls à la maternelle. Il n'y a pas de maternelle isolée, il n'y a pas de maternelle sans encadreur. Il n'y en a pas, mais je ne vois pas de maternelle comme ça encore. Mohamed, ce que je voudrais simplement dire, c'est ce que nous disons ici. Le gouvernement a joué sa partition. Moi, on dit cours de vacances. Mais c'est moi qui décide d'envoyer mon enfant en cours de vacances. Ce sont les parents qui sont responsables de leurs enfants. Pendant les vacances, l'État dit l'enfant doit aller à l'école. Si l'État décide demain de reculer, de retourner la rentrée, ça c'est autre chose. Mais moi, je peux décider de ne pas envoyer mon enfant à l'école pendant les vacances parce qu'il y a un danger à l'école. Je peux dire, moi par exemple, là où je suis, qu'on m'excuse, mais j'ai dit à mon fils, ce garçon-là, je ne veux plus te voir avec lui. Je ne veux plus que tu ailles jouer dans la rue, il est assis à la maison. Ça, moi, je pense que c'est ce que nous disons. L'État prend les grandes mesures, mais chacun doit jouer sa part. Ça, c'est la première. La deuxième chose, quand on parle des frontières clandestines, le mot clandestine le dit bien. Ce sont des frontières qui ne sont pas contrôlées officiellement par l'État. Il nous appartient de dénoncer ces frontières-là. Mais si c'est par là que je pars pour faire la contrebande et que je ne peux pas dire aux policiers, aux douaniers qu'il y a une frontière, ce n'est pas le ministre qui est à Abidjan qui va aller dire que là, il y a une frontière. Il faut que chacun joue sa partition. Qu'il m'excuse, mais je pense que chacun a sa part dans cette lutte. Terrestre, aujourd'hui, il y a plus de c'est plus dur maintenant. Ils sont partout. Oui, même les frontières même les autres. C'est contrôlé. Même ce matin, on parlait dans la presse des gens qui utilisaient des mototaxis, qui essayaient de frauder. On les a pris. Et puis il y a eu un renforcement aussi. Et puis après, le monsieur, c'est son inquiétude. C'est son inquiétude, la rentrée scolaire. Donc là, on verra la réaction du ministère de l'Éducation nationale avec le ministère de la Santé. Je suis sûr qu'ils sont dans une ligne de communication. La rentrée, ils prendront les dispositions pour. Quand vous partez dans les banques aujourd'hui, il y a des produits désinfectants avant de rentrer dans la banque. Peut-être que les écoles, et surtout les écoles
publiques, peut-être l'État s'en occupera, mais les écoles privées, chaque fondateur d'école sera responsable de nos enfants. Et puis aussi, éviter l'attitude qui consiste à dire et ces frontières clandestines, et le petit enfant de 2 ans, et comme si on était soi-même isolé. Et puis le virus n'est même pas encore là. Monsieur Yao, sentez-vous concerné. Monsieur Yao, sentez-vous concerné, sentez-vous impliqué, impliquez-vous davantage, parce que à partir de ce coup de fil, on a l'impression que vous êtes là et en train de dire État, et ci, et ça. Non, c'est une affaire de tous. 22 42 54, Seydina, on vous a coupé tout de suite. Ah oui, bon, moi surtout, je vais lancer un appel aux comédiens et aux artistes, parce que généralement, quand il y a ce genre de problème, il y a des artistes qui trouvent des créneaux pour nous faire sortir des trucs, pour nous faire rire et autres. Il y a la comédie. La comédie, il faut qu'on fasse beaucoup attention. Il y a des comédies qui font rire, il y a des comédies qui font fâcher. Aujourd'hui, nous sommes dans une période très sensible. On n'a vraiment pas besoin de comédie qui va faire fâcher. On a besoin peut-être de passer par des comédies pour permettre de sensibiliser les uns et les autres. Mais pas pour faire des concepts d'Ebola, des concepts de quoi que ce soit. On n'en a pas besoin aujourd'hui où nous sommes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est vrai que le gouvernement a lancé des mesures que nous voulons vraiment respecter. Mais en même temps aussi, il faut que derrière, le gouvernement puisse mettre en contribution les chercheurs pour que les gens puissent trouver des solutions rapides à ce genre de problème. Les mesures... Je peux répondre? Oui. Je peux répondre? Ouais, allons-y. Bon, alors je voudrais dire à Seydina que, disons, la réponse à toutes les maladies qui sont naturelles se trouve dans la nature. Les réponses à toutes les maladies qui sont naturelles se trouvent dans la nature. Et la main sur le cœur, je peux dire que si la maladie à virus Ebola est une maladie naturelle, alors la réponse se trouve dans la nature. Disons, les maladies à virus, ce n'est pas, disons, la guérison. Il faut être en amont, c'est-à-dire faire en sorte que l'immunité de l'organisme soit élevée, de telle sorte que quand l'agent pathogène arrive, il soit bloqué et qu'il ne rentre pas dans l'organisme. Donc, en Afrique, je veux dire l'Afrique primaire, l'Afrique avec sa flore sauvage a la réponse à toutes ces maladies-là. Maintenant, le plus important, c'est de pouvoir encadrer cette démarche traditionnelle, enfin cette démarche culturelle qu'on appelle traditionnelle là, pour que demain, disons cette démarche-là, revête l'habit du modernisme, pour que moi, mon enfant qui est né à Abidjan, puisse prendre ce qu'on lui propose sans réfléchir et sans rechigner. Merci, merci Dr Gabriel. On vient de poster quelque chose en urgence, Patrick. En urgence, je pense que c'est une exhortation d'un internaute auprès des autres citoyens. Il s'appelle M. Bamori Malik Xavier Dombélé. Il nous dit ces mesures préventives en valent le coup, car il est facile et simple d'être infecté par une maladie, mais il est très difficile de se soigner. Depuis, quand il s'agit d'une épidémie, elle se propage plus rapidement qu'on ne le croit. Et les activités humaines sont aussi de véritables facteurs pour la propagation de l'épidémie. Donc, il ne faut jamais négliger ces moyens préventifs. Voilà, on revient tout de suite. Vous retrouverez cette émission sur l'application mobile de la RTI et au pas de course. Diop et Aristide diront chacun un petit mot. À tout à l'heure. Émission réalisée par Fatou Koulibaly et avec elle toute une grande équipe. Alors Diop, en quelques secondes. Je voulais parler de comportement. Déjà, ça fait quelques jours, on regarde la télé et en ville, chacun doit être responsable. Quand tu es un cadre, parce que la population lambda fait très attention au comportement des intellectuels et des cadres. On vous dit que l'accolade est interdite, on vous dit saluer est interdit et vous le faites. Quand vous le faites, vous mettez toute une population en danger. Quand on vous voit à la télé en train de vous faire des accolades pendant que le ministère de la Santé lance des slogans pour dire « arrêtons de faire des accolades, c'est un mauvais comportement ». Je pense que chaque individu aujourd'hui en Côte d'Ivoire, surtout les responsables, parce que c'est eux que la population lambda regarde. Les responsables, je crois que faites attention à vos gestes. Même si vous voulez faire vos accolades, faites-les dans vos maisons. C'est plus simple pour tout le monde. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Et surtout, quand c'est inconscient, quand c'est machinal, on le sait. Voilà. Simplement pour dire à M. Yao qu'il faut optimiser le dialogue entre les autorités et les citoyens pour permettre donc que la communication se fasse dans de meilleures conditions. Nous sommes dans une phase de communication en temps de crise. Il faut
anticiper dans les prochaines étapes parce qu'il y a la rentrée. Il fait bien de nous évoquer le cas des élèves et des étudiants. Donc, ce que je peux dire, c'est que je reste très optimiste, mais très réaliste. Et je pense que nous allons barrer le chemin à la maladie à virus Ebola. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et la bonne information, c'est qu'aucun cas, en tout cas, aucun cas jusqu'à ce jour n'a été déclaré et détecté en Côte d'Ivoire. Aucun cas suspect, mais il ne faut pas baisser la garde. Voilà, c'était notre contribution à la lutte contre les épidémies en Afrique en général et singulièrement contre la maladie à virus Ebola. Monsieur Soya a fait le son, Moïse était au téléphone, Diabagati était là également, Madame Brigilat Lokadi, tout ce beau monde autour de Fatou Koulibaly. Je remercie tous ceux qui ont fixé les images, Madame Dendane Khadija, Monsieur Ibrahim et aussi Monsieur Bonfils, sans oublier Yao, qui nous a permis d'avoir de la fluidité sur ce programme. Les programmes de RTI se poursuivent. Nous avons rendez-vous demain. Il faut persévérer, ne jamais